Le soleil se couchait sur Paris, baignant Notre-Dame d'une lueur orangée qui accentuait les contours des gargouilles perchées sur ses hauteurs. Élise Dufour, restauratrice d'art de 32 ans, rangea ses outils avec précaution. Ses doigts fins, tachés de la poussière de pierres séculaires, s'attardèrent sur le visage grotesque qu'elle avait passé la journée à réparer. Une gargouille particulière, mi-démon, mi-oiseau, dont l'expression semblait presque reconnaissante. « Tu imagines des choses, Élise, murmura-t-elle pour elle-même, secouant sa chevelure rousse nouée en chignon désordonné. Pourtant, en descendant l'escalier en colimaçon, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers le toit. Pendant une fraction de seconde, elle aurait juré que la gargouille avait tourné légèrement la tête. Cette nuit-là, son appartement du Marais lui sembla plus silencieux que d'habitude. Les bruits familiers de Paris, klaxons lointains, conversations des passants, musique s'échappant des cafés paraissaient étouffés, comme si une couverture invisible s'était posée sur la ville. Le sommeil vint difficilement, et quand enfin Élise s'endormit, elle se retrouva sur les toits de Notre-Dame. Dans son rêve, les gargouilles s'animaient, leurs ailes de pierre battant lourdement dans l'air nocturne. Elle la regardait avec des yeux luisants, ni hostiles ni bienveillants, simplement, vigilants. « Elles attendent, dit une voix derrière elle. Élise se retourna et vit un homme élancé, vêtu de noir, son visage constamment dans l'ombre malgré la pleine lune qui brillait au-dessus d'eux. « Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. « Je suis celui qui visite. Celui qui révèle. Celui qui transforme, répondit l'homme, sa voix résonnant comme si elle venait de partout à la fois. Et bientôt, tu comprendras pourquoi. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Sur sa table de nuit, son carnet de croquis était ouvert, elle ne se souvenait pas l'avoir laissé ainsi. À la lueur de la lune filtrant par la fenêtre, elle distingua un dessin qu'elle n'avait pas fait, la gargouille qu'elle restaurait, parfaitement reproduite, mais avec une différence terrifiante, elle souriait. Le lendemain, Élise retourna à Notre-Dame plus tôt que prévu, troublée par son rêve. En montant vers son poste de travail, elle croisa Victor Moreau, le gardien de nuit qui terminait son service. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme, mademoiselle Dufour, remarqua-t-il, ses yeux bleus perçant sous ses sourcils broussailleux. « Juste un mauvais rêve, répondit-elle distraitement. Victor hésita, puis baissa la voix. « À propos des gargouilles. » Élise le dévisagea, stupéfaite. « Comment ? Ça fait 20 ans que je garde ces murs, dit-il en passant une main dans sa barbe grisonnante. On finit par remarquer des choses. Comme le fait que parfois, elles ne sont pas exactement où on les a laissées. C'est impossible, protesta Élise, mais sans conviction. Victor haussa les épaules. Peut-être. Mais si j'étais vous, je ferais attention à celle que vous restaurez. La chimère, comme je l'appelle. Elle a toujours été, différente. Alors qu'il s'éloignait, Élise sentit un frisson parcourir son échine. En arrivant à son poste, elle leva les yeux vers la gargouille. Pour la première fois, elle remarqua les détails qu'elle avait manqués, les inscriptions minuscules gravées à la base, les symboles étranges dissimulés dans les plumes de pierre, et surtout, l'expression non pas menaçante, mais vigilante, comme si elle montait la garde contre quelque chose de bien plus terrible qu'elle-même. Ce jour-là, tandis qu'elle travaillait, Élise sentit constamment un regard sur elle. Et quand le soir tomba à nouveau sur Paris, elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule dans ses rêves. Le professeur Laurent Mercier aimait la nuit. C'était dans le silence des heures tardives que ses pensées s'éclaircissaient, que les connexions entre les mythes anciens et les symboles médiévaux lui apparaissaient avec une clarté cristalline. Son appartement, niché au 5e étage d'un immeuble haussmannien avec vue sur la Seine, était un sanctuaire de livres et d'artefacts. Cette nuit-là, penché sur un manuscrit du XIIIe siècle traitant des gardiens de pierre de Paris, Laurent sentit un courant d'air froid. Il leva les yeux, surpris, toutes les fenêtres étaient fermées. L'imagination d'un vieil homme, marmonna-t-il, rajustant ses lunettes sur son nez aquilin. Pourtant, l'air semblait s'épaissir autour de lui, comme si l'obscurité elle-même prenait consistance. Dans le coin de son bureau, les ombres paraissaient plus denses, presque palpables. « Qui est là ? demanda-t-il, sa voix trahissant moins de peur que de curiosité académique. Le silence lui répondit, mais un silence chargé d'attente. Laurent se leva, s'approcha de l'ombre. À mesure qu'il avançait, une forme se précisait, la silhouette d'un homme, ou quelque chose ressemblant à un homme, se tenant parfaitement immobile. « Fascinant, murmura Laurent. Une manifestation ectoplasmatique ? Ou peut-être une hallucination hypnagogique ? Ni l'un ni l'autre, professeur Mercier, répondit l'ombre d'une voix qui semblait faite de murmures superposés.
Je suis le visiteur. Et je suis venu pour vous. Laurent aurait dû être terrifié. Au lieu de cela, il ressentit une excitation presque enfantine. Toute sa vie, il avait étudié les mythes, les légendes, les récits de rencontres avec l'inexplicable. Et maintenant, l'inexplicable venait à lui. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas ce que je veux de vous, » répondit le visiteur, « mais ce que vous voulez de vous-même. Vos peurs les plus profondes, vos désirs inavoués je les révèle, les transforme. Certains en sortent plus forts. D'autres. » La phrase resta en suspens, mais Laurent comprit l'implication. « Et si je refuse ?» Un rire doux, presque triste, émana de l'ombre. « On ne refuse pas le rêve, professeur. On l'affronte. » Cette nuit-là, Laurent rêva. Il se vit dans une Notre-Dame déserte, montant un escalier sans fin. À chaque palier, une gargouille l'observait, chuchotant des secrets qu'il comprenait sans les entendre. Au sommet, il trouva une porte. Derrière elle, son plus grand échec l'attendait, la thèse qu'il n'avait jamais osé publier, la théorie qui aurait révolutionné la compréhension des mythes médiévaux, mais qu'il avait abandonnée par peur du ridicule. « Voici votre cauchemar, » dit le visiteur, apparaissant à ses côtés. « Non pas la peur, mais le regret. La vie que vous n'avez pas osé vivre. » Laurent se réveilla en larmes, une détermination nouvelle brûlant en lui. Sur son bureau, ses notes s'étaient réorganisées, formant l'ébauche d'un nouvel ouvrage, celui qu'il aurait dû écrire il y a 20 ans. Le lendemain, il se rendit à Notre-Dame, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas. Là, il observa les gargouilles avec un regard neuf, notant des détails qui lui avaient échappé lors de ses précédentes visites. C'est alors qu'il remarqua la restauratrice, travaillant sur l'une des créatures de pierre. « Excusez-moi, l'interpella-t-il, cette gargouille, a-t-elle toujours eu ses inscriptions ?» Élise se tourna, surprise. « Non, je ne crois pas. Je suis Élise Dufour, restauratrice. » Laurent Mercier, professeur de mythologie médiévale, répondit-il en lui serrant la main. « Je crois que nous avons beaucoup à nous dire, mademoiselle Dufour. Avez-vous, par hasard, fait des rêves étranges récemment ?» Le regard d'Élise s'assombrit. « Comment le savez-vous ? » « Parce que j'ai reçu un visiteur, » dit Laurent. « Et je pense que vous aussi. » À ce moment, Victor Moreau apparut, son visage habituellement placide marqué par l'inquiétude. « Professeur Mercier ? On m'a dit que vous cherchiez des informations sur les gargouilles. » « En effet, » confirma Laurent. « Particulièrement sur leur rôle de gardien. » Victor échangea un regard avec Élise. « Alors vous devriez voir ça, » dit-il, sortant de sa poche un petit objet enveloppé dans un chiffon. « Je l'ai trouvé ce matin, tombé de la gargouille qu'Élise restaure. » Il dévoila un fragment de pierre sur lequel était gravé un symbole, un œil entouré de flammes. « Le sceau du veilleur, » murmura Laurent, stupéfait. « Selon la légende, il marque ceux qui sont choisis pour voir au-delà du voile. »« Voir quoi ?» demanda Élise. « La vérité sur les gardiens de Paris, » répondit Laurent. « Et sur ce qui rôde dans nos cauchemars. » La pluie battait contre les vitraux de Notre-Dame, créant une symphonie aquatique qui résonnait sous les voûtes séculaires. Élise, Laurent et Victor s'étaient réfugiés dans une petite salle adjacente à la nef, normalement interdite au public. Sur une table en bois usé, ils avaient étalé leurs découvertes, les notes de Laurent sur les mythes des gardiens, les croquis détaillés d'Élise montrant les changements subtils dans la position des gargouilles, et le journal de Victor, où il consignait depuis des années ses observations nocturnes. « Donc, » résuma Élise, passant une main dans ses cheveux humides, « nous avons tous les trois reçu la visite de cette entité. Et nous avons tous fait des rêves liés aux gargouilles. » Laurent acquiesça, ses doigts tapotant nerveusement sur un ancien livre. Le visiteur semble choisir des personnes connectées d'une façon ou d'une autre à Notre-Dame. Mais pourquoi maintenant ? Peut-être à cause de la restauration, suggéra Victor, son regard se perdant vers les hauteurs de la cathédrale. Élise a commencé à travailler sur la chimère il y a combien de temps ? 3 semaines, répondit-elle. Mais ce n'est pas la première gargouille que je restaure. C'est la première de cette section particulière, précisa Victor. Celle que les anciens textes appellent les sentinelles du crépuscule. Laurent se redressa brusquement. Les sentinelles du crépuscule. Victor, comment connaissez-vous ce terme ? Il n'apparaît que dans des manuscrits extrêmement rares. Le gardien eut un sourire énigmatique. Ma famille a servi Notre-Dame depuis 7 générations, professeur. Certaines connaissances se transmettent sans passer par les livres. Un silence s'installa,
rompu seulement par le tambourinement de la pluie. Élise sentait qu'il touchait à quelque chose d'important, un secret enfoui dans les pierres mêmes de la cathédrale. Il y a autre chose, dit-elle finalement. J'ai remarqué que plusieurs personnes du quartier souffrent de cauchemars similaires. La boulangère, le libraire de la rue Dante, même le chauffeur de taxi qui me ramène souvent. Le visiteur étant son influence, murmura Laurent. Mais dans quel but? La porte s'ouvrit soudainement, les faisant sursauter. Une femme âgée se tenait dans l'embrasure, enveloppée dans un manteau sombre malgré la chaleur de juin. Ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient voir au-delà d'eux. Pour les préparer, dit-elle d'une voix étonnamment forte. Pour les armer contre ce qui vient. Victor se leva d'un bond. Madame Mathilde. Je ne savais pas que vous étiez à Paris. Les temps l'exigent, Victor, répondit-elle en entrant, s'appuyant sur une canne ornée de symboles similaires à ceux des gargouilles. Les signes sont clairs. L'agent de l'ombre s'éveille. Elle se tourna vers Élise et Laurent. Je suis Mathilde Lenoir. Et comme vous, j'ai été choisie par les gardiens. Il y a bien longtemps. Laurent s'avança, fasciné. Vous savez ce qui se passe? Qui est ce visiteur? Un allié, bien que ses méthodes soient discutables, répondit Mathilde. Il prépare ceux qui pourraient résister à l'agent de l'ombre. Et qu'est-ce que cet agent? Demanda Élise. Mathilde s'approcha de la fenêtre, observant les gargouilles ruisselantes de pluie. Une corruption. Une perversion de ce que les gardiens devaient être. Autrefois, toutes les gargouilles protégeaient Paris des influences maléfiques. Mais l'une d'elles a été corrompue, transformée en un canal pour les cauchemars plutôt qu'en une barrière contre eux. Un éclair illumina le ciel, projetant pendant un instant l'ombre des gargouilles sur le sol de la salle. Élise aurait juré qu'elles avaient bougé. La chimère, murmura-t-elle. C'est elle, n'est-ce pas? Celle que je restaure. Mathilde hocha gravement la tête. En la restaurant, vous lui redonnez sa force d'antan. Ce n'est pas votre faute, vous ne pouviez pas savoir. Mais maintenant, l'agent de l'ombre s'éveille, et avec lui, le pouvoir de transformer les cauchemars en réalité. Laurent pâlit visiblement. Mon Dieu, mes recherches. J'ai trouvé des récits d'événements similaires à travers l'histoire. Des périodes où les cauchemars collectifs prenaient forme, où les peurs devenaient tangibles. La grande terreur de 1348, confirma Mathilde. L'hiver des spectres en 1709. La semaine sanglante de 1871. Chaque fois, l'agent s'est manifesté. Chaque fois, des gardiens se sont levés pour l'arrêter. Et maintenant, c'est notre tour, conclut Victor, une détermination nouvelle dans la voix. Un bruit sourd retentit au-dessus d'eux, comme si quelque chose de massif s'était déplacé sur le toit. Ils levèrent tous les yeux vers le plafond. Il nous observe, dit Mathilde. Il sait que nous savons. Laurent s'apprêtait à répondre quand son téléphone vibra. Il lut le message, son visage se décomposant. Je dois partir. Immédiatement. J'ai trouvé quelque chose dans mes archives. Quelque chose d'important. Laurent, attendez, s'écria Élise, mais il se précipitait déjà vers la sortie. Retrouvez-moi chez moi demain matin, lança-t-il par-dessus son épaule. J'aurai les réponses. Mais le lendemain, quand Élise et Victor se présentèrent à l'appartement de Laurent, ils ne trouvèrent qu'une pièce vide, les livres et les notes éparpillés comme après une lutte. Sur le bureau, une seule phrase griffonnée à la hâte, l'agent de l'ombre n'est pas ce que nous croyons. Cherchez la vérité dans les yeux de Pierre. Laurent Mercier avait disparu. L'appartement de Mathilde Lenoir, niché dans une ruelle tranquille de l'île Saint-Louis, ressemblait à un musée privé dédié à l'histoire occulte de Paris. Des étagères croulaient sous le poids de grimoires anciens, des vitrines protégeaient des artefacts étranges, et les murs disparaissaient sous des cartes de la ville marquées de symboles ésotériques. Élise et Victor, assis dans des fauteuils usés, écoutaient la vieille femme avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Ma famille, expliquait Mathilde en versant un thé aux herbes dont l'arôme évoquait les jardins médiévaux, sert les gardiens depuis la construction de Notre-Dame. Nous sommes les veilleurs humains, le lien entre les gargouilles et le monde des hommes. Comment est-ce possible? Demanda Élise, acceptant la tasse fumante. Comment des statues peuvent-elles vivre? Mathilde sourit, révélant des dents étonnamment parfaites pour son âge. Elles ne sont pas simplement des statues, ma chère. Elles sont des encres des points où le monde des rêves et notre réalité se touchent. Les sculpteurs médiévaux connaissaient des secrets que la science moderne a oubliés.
Il savait comment créer des récipients pour des entités qui existent à la frontière de la conscience. Victor, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. C'est pour ça que je peux les voir bouger. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours su qu'elles étaient différentes. Tu as le don de la vue claire, Victor, confirma Mathilde. Comme ton arrière-grand-père avant toi. Ce n'est pas un hasard si tu es devenu gardien de Notre-Dame. Un bruit de clé dans la serrure interrompit leur conversation. La porte s'ouvrit sur une femme d'une quarantaine d'années, élégante dans son tailleur gris, ses cheveux noirs coupés au carré encadrant un visage aux traits similaires à ceux de Mathilde, mais durci par une expression de perpétuelle méfiance. « Maman, dit-elle froidement, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Sophie, répondit Mathilde avec une chaleur que sa fille ne lui rendait pas, je te présente Élise Dufour et Victor Moreau. Ils sont impliqués dans notre affaire familiale. Sophie leva les yeux au ciel. Encore tes histoires de gargouilles? Je croyais qu'on avait dépassé ça. Ce ne sont pas des histoires, protesta doucement Mathilde. Et tu le sais. Tu as le don, toi aussi. J'ai surtout le don de vivre dans la réalité, répliqua Sophie en posant sa sacoche sur une console. Une réalité où les statues restent des statues, et où les cauchemars ne sont que des produits de notre inconscient. Elle se tourna vers Élise et Victor. Ne la laissez pas vous entraîner dans ces délires mystiques. Ma mère a passé sa vie à protéger Paris de menaces imaginaires. Sophie, intervint Victor, nous avons vu des choses. Des choses qui ne s'expliquent pas rationnellement. Et un homme a disparu, ajouta Élise. Le professeur Laurent Mercier. Après avoir découvert quelque chose sur ce que Mathilde appelle l'agent de l'ombre, point. Une ombre passa sur le visage de Sophie. Laurent Mercier? Le spécialiste en mythologie médiévale? Tu le connais? Demanda Mathilde, surprise. J'ai assisté à plusieurs de ses conférences, admit Sophie. C'est un esprit brillant. Excentrique, certes, mais brillant. Elle s'assit, soudain moins assurée. Que lui est-il arrivé exactement? Tandis qu'Élise relatait leur dernière rencontre avec Laurent et sa mystérieuse disparition, Sophie l'écoutait avec une attention croissante. Quand Élise mentionna le message laissé, chercher la vérité dans les yeux de Pierre, Sophie se leva brusquement. Le manuscrit de Foulque, murmura-t-elle. Maman, tu l'as toujours? Mathilde parut surprise. Tu t'en souviens? Comment l'oublier? Tu me le lisais chaque soir, répondit Sophie avec une pointe d'amertume. L'histoire du moine qui pouvait parler aux gargouilles. Mathilde se dirigea vers une bibliothèque et activa un mécanisme caché. Un panneau coulissa, révélant un compartiment secret contenant un coffret en bois sculpté. Elle l'ouvrit délicatement, en extrayant un manuscrit protégé par une couverture en cuir usé. Les chroniques de Foulque de Neuilly, annonça-t-elle. Écrite en 1248, pendant la construction de Notre-Dame. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un signet en soie fanée. L'écriture, bien que pâlie par les siècles, restait lisible. Au centre de la page, une illustration représentait une gargouille dont les yeux étaient incrustés de ce qui semblait être des gemmes. Et dans les yeux de la sentinelle réside la clé du passage, lut Mathilde. Car elle voit à la fois notre monde et celui des ombres, point. La chimère, murmura Élise. Ses yeux sont différents des autres gargouilles. Plus profonds, comme des puits sans fond. Ou comme des portes, suggéra Victor. Sophie, qui s'était penchée pour examiner le manuscrit, semblait lutter intérieurement. Admettons juste pour l'argument que ces entités existent. Que veulent-elles? Pourquoi ce visiteur transforme-t-il les rêves en cauchemars? Il ne les transforme pas, corrigea Mathilde. Il révèle ce qui est déjà la nos peurs les plus profondes, nos regrets, nos hontes. Pour certains, cette confrontation est libératrice. Pour d'autres, destructrice. Et l'agent de l'ombre, demanda Élise. Il se nourrit de la peur générée par ces cauchemars, expliqua Mathilde. Plus les gens sont terrifiés, plus il devient puissant. Et s'il atteint une certaine puissance? Le voile entre les mondes s'amincit, compléta Victor. Les cauchemars deviennent réalité. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dehors, le ciel s'assombrissait, comme si les nuages eux-mêmes réagissaient à leur conversation. Nous devons retourner à Notre-Dame, décida finalement Élise. Examiner la chimère. Si Laurent a découvert quelque chose dans ses yeux. Pas ce soir, n'interrompit Mathilde. La nuit, l'agent est plus fort. Nous irons demain, à l'aube quand les rêves s'estompent et que sa puissance est à son plus bas. Sophie,
qui s'était approché de la fenêtre, observait la silhouette de Notre-Dame au loin. « Je viendrai avec vous, dit-elle soudainement. Mathilde la regarda avec surprise. « Sophie. » Pour Laurent, précisa-t-elle. Et, peut-être aussi pour comprendre pourquoi j'ai recommencé à faire ces rêves. « Quel rêve ?» demanda doucement sa mère. Sophie se tourna vers eux, une vulnérabilité inhabituelle dans son regard. « Des rêves où je vole au-dessus de Paris. Où je sens la pierre comme ma propre peau. Où je veille sur la ville depuis les hauteurs de Notre-Dame. » Mathilde s'approcha de sa fille et, pour la première fois depuis des années, Sophie ne s'écarta pas quand sa mère prit sa main. « Tu as toujours été liée au gardien, murmura Mathilde. Plus que tu ne voulais l'admettre. » Cette nuit-là, tandis qu'Élise dormait dans la chambre d'amis de Mathilde, elle rêva à nouveau du visiteur. Cette fois, il ne se cachait pas dans l'ombre. « Ils se rassemblent, dit-il, sa voix comme un écho distant. Comme ils l'ont toujours fait quand l'obscurité menace. Mais cette fois, l'agent est plus rusé. Il a appris de ses échecs passés. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Élise. Le visiteur sourit tristement. « Je suis ce qui reste quand le rêve s'évanouit. Je suis le gardien du seuil. Et bientôt, vous comprendrez que votre plus grand allié peut sembler être votre pire cauchemar. » Élise se réveilla avec ces mots résonnant dans son esprit, et la certitude grandissante que le temps leur était compté. L'aube teintait à peine le ciel parisien lorsque le petit groupe se retrouva dans le bureau d'Élise, un espace exigu niché sous les combles de Notre-Dame. Des plans de la cathédrale couvraient les murs, annotés de sa main élégante. Sur sa table de travail, des fragments de pierre attendaient d'être analysés, catalogués, restaurés. « Voilà ce que j'ai compilé », annonça Élise en déroulant une carte de Paris sur laquelle elle avait marqué des points rouges. Chaque marque représente une personne ayant signalé des cauchemars inhabituels ces 2 dernières semaines. Victor se pencha sur la carte, ses sourcils se fronçant de concentration. Ils forment presque un cercle autour de Notre-Dame. Pas presque, corrigea Sophie, qui avait apporté un compas. Elle le plaça au centre de la cathédrale et traça un cercle parfait qui passait par la majorité des points. C'est exactement un cercle. Avec Notre-Dame comme épicentre. Mathilde hocha la tête, comme si elle s'y attendait. L'influence de l'agent s'étend selon un motif précis. Il prépare le terrain. Pourquoi ? demanda Élise. Un rituel, répondit Mathilde. Les cauchemars collectifs créent une énergie particulière. Une résonance entre le monde des rêves et le nôtre. Si cette résonance atteint une certaine intensité. Un portail, compléta Sophie, surprenant sa mère. Devant leurs regards interrogateurs, elle haussa les épaules. J'ai peut-être rejeté vos croyances, mais je les ai étudiées. Par curiosité scientifique. Et par héritage, murmura Mathilde avec un sourire discret. Élise sortit d'un tiroir plusieurs moulages en plâtre. J'ai fait ces copies des yeux de différentes gargouilles, dont la chimère. Elle les aligna sur la table. Remarquez la différence. Les yeux des gargouilles ordinaires étaient simples, expressifs mais conventionnels. Ceux de la chimère, en revanche, contenaient des motifs complexes gravés dans la pupille des spirales, des symboles archaïques, presque hypnotiques. On dirait, une carte, murmura Victor, traçant du doigt les lignes gravées. Ou une clé, suggéra Sophie. Élise acquiesça. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai découvert ceci. Elle leur montra une photographie en gros plan de la base de la chimère. Des inscriptions minuscules y étaient gravées, presque invisibles à l'œil nu. C'est du latin médiéval, mais avec des symboles que je n'ai jamais vus ailleurs. Mathilde ajusta ses lunettes et examina la photo. Custo inter mundo, vigila portam, traduisit-elle. Gardien entre les mondes, surveille la porte, point. Une porte entre les mondes, répéta Élise. Comme le portail dont vous parliez. Victor, qui était resté silencieux, s'approcha soudain de la fenêtre. Regardez, dit-il simplement. Dehors, un brouillard inhabituel s'était levé, enveloppant les tours de Notre-Dame. Mais ce n'était pas un brouillard ordinaire, il semblait pulser légèrement, comme animé d'une respiration propre. Ça a commencé, murmura Mathilde. L'agent renforce le voile entre les mondes. Pour le déchirer ensuite, ajouta Sophie, son scepticisme cédant visiblement la place à l'inquiétude. Élise rangea soigneusement les moulages. Nous devons monter voir la chimère. Maintenant. Le groupe se dirigea vers l'escalier en colimaçon menant au toit. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus froid, plus dense, comme chargé d'électricité statique.
Arrivés sur la galerie extérieure, ils furent accueillis par un spectacle étrange, le brouillard s'écartait devant eux, formant un couloir qui menait directement à la chimère. « Elle nous appelle, dit Victor, sa voix à peine audible. Élise s'avança la première, guidée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas. Depuis qu'elle avait commencé à restaurer cette gargouille particulière, elle sentait un lien se former comme si la créature de pierre lui parlait dans un langage sans mots. La chimère se dressait, imposante, ses ailes déployées semblant prêtes à s'animer. Ses yeux, profondément sculptés, captaient la faible lumière du matin d'une façon qui paraissait presque consciente. « Elle est magnifique, murmura Élise, tendant instinctivement la main vers la statue. « Attends, s'écria Mathilde, mais trop tard. » Les doigts d'Élise effleurèrent la pierre froide et, pendant un instant vertigineux, le monde bascula. Elle se vit soudain à travers les yeux de la gargouille observant Paris depuis des siècles, témoin silencieux de l'histoire, gardienne immuable contre des menaces que les humains ne pouvaient concevoir. « Mon Dieu, halta-t-elle en retirant sa main. Elle est consciente. Vivante, d'une certaine façon. Et elle t'a choisi, dit Mathilde. C'est pour ça que le visiteur est venu à toi en premier. » Victor s'approcha à son tour, ses yeux fixés sur la gargouille. « J'ai toujours su qu'elle nous observait. Depuis que je suis enfant, je les sentais bouger quand personne ne regardait. » Il se tourna vers les autres. « Quand j'avais 8 ans, je suis tombé du toit de notre immeuble. J'aurais dû mourir. Mais quelque chose m'a rattrapé, quelque chose avec des ailes de pierre et des griffes qui ne m'ont pas blessé. Un gardien, confirma Mathilde. Il protège ceux qui ont le don de les voir. » Sophie, qui était restée en retrait, s'avança finalement. « Les yeux, dit-elle, pointant la chimère. Regardez comment la lumière s'y reflète. » En effet, malgré le ciel couvert, les yeux de la gargouille semblaient luire d'une lumière intérieure, les motifs gravés dans la pupille brillant faiblement. « C'est une projection, réalisa Sophie. Elle sortit son téléphone et prit une photo des yeux, puis zooma sur l'image. « Regardez. Les motifs forment une carte de Paris, mais avec des points spécifiques marqués. » Ils se penchèrent tous sur l'écran. Effectivement, superposés au tracé des rues parisiennes, 7 points formaient une constellation précise. « Les 7 gardiens originels, murmura Mathilde. Les premières gargouilles placées sur Notre-Dame. Mais celle-ci, elle pointa un 8e point, légèrement décalé des autres, je ne la connais pas. C'est l'emplacement de l'appartement de Laurent, dit Élise, reconnaissant le quartier. Pourquoi serait-il marqué sur une carte vieille de plusieurs siècles? Un frisson parcourut le groupe. La coïncidence était trop parfaite pour en être une. Nous devons retourner chez lui, décida Victor. Chercher ce que nous avons manqué la première fois. Alors qu'il s'apprêtait à redescendre, Élise sentit une résistance comme si quelque chose la retenait près de la chimère. Elle se retourna et, pendant une fraction de seconde, elle aurait juré que la gargouille avait bougé, tournant imperceptiblement la tête pour la suivre du regard. « Elle veut que je reste, dit-elle doucement. »« L'agent pourrait utiliser ce lien, avertit Mathilde. »« Sois prudente, Élise. Les gardiens sont puissants, mais l'agent est rusé. Il pourrait exploiter ta connexion avec la chimère. Ou elle pourrait être notre meilleur allié, contra Sophie, surprenant tout le monde. Si Élise peut communiquer avec elle, peut-être peut-elle nous aider à comprendre ce qui est arrivé à Laurent. » Élise hocha la tête, déterminée. « Je vais continuer à travailler sur sa restauration. Peut-être que renforcer son intégrité physique renforcera aussi sa résistance à l'agent. Pendant ce temps, dit Victor, Sophie et moi irons chez Laurent. Mathilde, pouvez-vous consulter vos archives familiales? Cherchez des précédents, des cas similaires dans le passé. » La vieille femme acquiesça. « Je connais aussi quelqu'un qui pourrait nous aider, un ancien collègue de Laurent qui s'est spécialisé dans les phénomènes oniriques. » Ils se séparèrent, chacun avec sa mission, unis par une compréhension nouvelle de ce qu'ils affrontaient. Alors qu'Élise restait sur le toit, contemplant la chimère, elle sentit une présence familière. « Il approche, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Oui, » répondit le visiteur, sa voix comme un murmure porté par le vent. L'agent a presque rassemblé assez d'énergie. Les cauchemars s'intensifient à travers la ville. Pourquoi ne pas l'arrêter directement? Pourquoi cette méthode indirecte, à travers nos rêves? Le visiteur s'approcha, toujours partiellement dissimulé dans l'ombre malgré la lumière du jour. Parce que le véritable combat n'a pas lieu dans votre monde, mais à la frontière entre les réalités. Et seuls ceux qui peuvent naviguer consciemment entre ces mondes peuvent l'affronter. Comme Laurent, comprit Élise.
Il a traversé, n'est-ce pas? Il est, de l'autre côté. Entre les deux, corrigea le visiteur. Ni ici ni là-bas. Dans l'espace où les rêves prennent forme avant de toucher votre conscience. Élise regarda à nouveau la chimère, comprenant soudain. Et c'est là que les gardiens existent aussi. C'est pour ça qu'ils peuvent se déplacer quand personne ne les voit, ils glissent entre les mondes. Le visiteur inclina la tête, comme pour approuver. Tu apprends vite, restauratrice. Maintenant, tu dois décider, resteras-tu dans ton monde, ou oseras-tu franchir le seuil pour sauver ton ami, et peut-être bien plus encore? Avant qu'Élise puisse répondre, le visiteur s'évanouit dans l'air, la laissant seule avec la chimère et une décision qui pourrait changer non seulement sa vie, mais la nature même de la réalité qu'elle connaissait. L'appartement de Laurent Mercier était exactement comme il l'avait laissé, un chaos organisé de livres, de notes et d'artefacts. Victor et Sophie examinaient méthodiquement chaque recoin, cherchant un indice que le professeur aurait pu laisser avant sa mystérieuse disparition. « Regarde ça, » dit Sophie, soulevant délicatement un carnet relié en cuir. Son journal de recherche. Les pages étaient couvertes de l'écriture serrée de Laurent, entrecoupées de croquis de gargouilles et de diagrammes complexes. Les dernières entrées attirèrent particulièrement leur attention. « J'ai rêvé à nouveau de la crypte, lut Sophie à voix haute. Toujours le même rêve, toujours plus précis. Un passage sous Notre-Dame, non répertorié sur les plans officiels. Les gargouilles m'y guident, mais pour quelle raison? Et pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'observe depuis l'autre côté d'un voile invisible? » Victor s'approcha, examinant par-dessus son épaule les dessins accompagnant le texte. Ce motif au sol. Je l'ai déjà vu quelque part dans la cathédrale. Dans la chapelle Saint-Jacques, confirma Sophie. C'est une mosaïque médiévale. Mais regarde comment Laurent l'a dessinée, comme si certaines pièces formaient un mécanisme. Ils tournèrent la page, découvrant un schéma plus élaboré. La clé n'est pas un objet, mais une séquence, continua Sophie. Les yeux des 7 gardiens, activés dans l'ordre correct, révèlent le chemin vers le monde entre deux. Les 7 points sur la carte dans les yeux de la chimère, murmura Victor. Ce sont les gargouilles qu'il faut activer. Sophie referma le journal, une détermination nouvelle dans le regard. Nous devons retourner à Notre-Dame. Immédiatement. Pendant ce temps, Élise poursuivait sa restauration de la chimère avec une attention redoublée. Chaque coup de ciseau, chaque application de mortier spécial semblait renforcer sa connexion avec la créature de pierre. Elle travaillait en silence, mais son esprit bouillonnait de questions. « Tu étais là depuis le début, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à la gargouille. Observant, attendant. « Que essaies-tu de nous dire ?» Comme en réponse, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant précisément les yeux de la chimère. Les motifs gravés projetèrent une ombre complexe sur le carnet de croquis d'Élise, non plus seulement une carte, mais une séquence de symboles. Des instructions, comprit-elle, copiant frénétiquement les symboles avant que la lumière ne change. Son téléphone vibra, un message de Victor, « Nous avons trouvé quelque chose. Rendez-vous à la chapelle Saint-Jacques. » Urgent. Mathilde, de son côté, avait plongé dans les archives familiales conservées dans une cave voûtée sous son appartement. Des étagères entières de journaux intimes, de correspondances et de grimoires s'étendaient dans la pénombre, témoignages de générations de veilleurs. Elle trouva finalement ce qu'elle cherchait, le journal de son arrière-grand-père, Étienne Lenoir, daté de 1887. Une entrée particulière attira son attention, l'agent s'est manifesté à nouveau cette nuit. 3 personnes se sont jetées dans la Seine, parlant d'horreurs indescriptibles, les poursuivant depuis leurs rêves. Nous avons renforcé le sceau de la crypte, mais je crains que ce ne soit insuffisant. La barrière entre les mondes s'amincit. Si seulement nous pouvions comprendre pourquoi la chimère, autrefois le plus fidèle des gardiens, s'est retournée contre sa mission. Mathilde sentit un frisson la parcourir. L'histoire se répétait, mais cette fois avec une différence cruciale. Ils avaient Élise, dont le lien avec la chimère pourrait changer l'issue du combat. À Notre-Dame, les 4 se retrouvèrent dans la chapelle Saint-Jacques, déserte à 7 heures. La mosaïque au sol, représentant un labyrinthe stylisé, semblait ordinaire au premier regard. Selon le journal de Laurent, expliqua Sophie, cette mosaïque est en réalité un mécanisme. Si on active les bonnes pièces dans le bon ordre. Avec ceci, compléta Élise, montrant les symboles qu'elle avait copiés. La chimère me les a montrés. Je pense que c'est la séquence. Victor s'agenouilla, examinant attentivement le sol. Ces pièces particulières ont une teinte légèrement différente. Presque imperceptible, mais...
mais visible pour quelqu'un habitué à observer les détails, sourit Mathilde. Comme un gardien de nuit ou une restauratrice d'art. Suivant les instructions d'Élise, ils appuyèrent sur les pièces dans l'ordre indiqué. Au début, rien ne se produisit. Puis, lentement, un grincement se fit entendre, la mosaïque entière commença à s'enfoncer, révélant un escalier en colimaçon plongeant dans les profondeurs. Une crypte secrète, murmura Élise. Comment a-t-elle pu rester cachée pendant des siècles? Elle n'est pas cachée, répondit Mathilde. Elle est protégée. Seuls ceux qui sont guidés par les gardiens peuvent la voir. Ils descendirent prudemment, Victor en tête avec une lampe torche. L'escalier semblait interminable, s'enfonçant bien plus profondément que les fondations connues de Notre-Dame. L'air devenait plus froid, plus ancien, chargé d'une odeur de pierre humide et d'encens oublié. Finalement, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire soutenue par des colonnes sculptées de figures grotesques, des versions miniatures des gargouilles qui veillaient sur la cathédrale. Au centre, un autel de pierre noire reflétait la lumière de leurs torches d'une façon étrange, comme si la surface absorbait et transformait la lumière. Le Nexus, souffla Mathilde. Le point où les mondes se touchent. Laurent, s'écria soudain Sophie. Effectivement, une silhouette était assise contre l'une des colonnes, le professeur Mercier, les yeux ouverts mais fixes, comme en transe. Son corps était là, mais son regard semblait contempler un ailleurs inaccessible. Élise s'agenouilla près de lui. Laurent? Vous m'entendez? Lentement, très lentement, ses yeux se focalisèrent sur elle. Élise, murmura-t-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Vous êtes venu. Que vous est-il arrivé? Demanda Victor. Laurent esquissa un sourire étrange. J'ai traversé. J'ai vu, l'autre côté. Le monde entre deux, où les rêves prennent forme avant d'atteindre nos esprits. Comment? Interrogea Sophie, s'agenouillant à son tour. La chimère, répondit-il. Elle m'a guidé. Elle n'est pas ce que nous pensions, elle n'est pas corrompue. Il s'interrompit, comme si parler lui demandait un effort considérable. Elle essaie de nous avertir. L'agent de l'ombre n'est pas une gargouille, c'est ce qui se cache derrière elle. Ce qui les a créés. Un grondement sourd résonna autour d'eux, faisant trembler la poussière des voûtes anciennes. Il sait que nous sommes ici, dit Laurent, sa voix soudain plus claire. Il sait que j'ai découvert la vérité. Quelle vérité? Pressa Élise. Laurent se redressa, son regard s'éclaircissant davantage. Les gargouilles n'ont jamais été des gardiens contre les cauchemars, elles sont des gardiens contre celui qui les crée. Un être ancien, qui existait avant Notre-Dame, avant Paris même. Il se nourrit de peur, de désespoir. Et chaque fois qu'il rassemble assez de puissance, il tente d'ouvrir un portail permanent entre les mondes. Pourquoi faire? Demanda Victor. Pour entrer pleinement dans notre réalité, répondit Laurent. Jusqu'à présent, il ne peut influencer notre monde qu'à travers les rêves, en créant des cauchemars qui génèrent la peur dont il se nourrit. Mais s'il parvient à ouvrir un portail permanent, il pourra manifester les cauchemars dans notre monde éveillé, compléta Mathilde, horrifiée. Laurent hocha la tête. La chimère est la clé, la seule gargouille capable de fermer définitivement le portail. C'est pourquoi l'agent a tenté de corrompre sa réputation, de nous faire croire qu'elle était l'ennemi. Et le visiteur? Demanda Élise. Un allié, confirma Laurent. Un fragment de conscience des premiers veilleurs, ceux qui ont créé les gargouilles. Il prépare ceux qui ont le potentiel de résister à l'agent, en les confrontant à leur peur dans leurs rêves. Un nouveau grondement, plus fort, secoua la crypte. Des fissures commencèrent à apparaître dans les murs, laissant filtrer une lueur rougeâtre malsaine. Il arrive, dit Laurent, tentant de se lever mais retombant faiblement. Le portail s'ouvre. Vous devez réactiver la chimère. Complètement. Comment? Demanda Élise, désespérée. Avec ceci, répondit-il, sortant de sa poche un petit objet enveloppé dans un chiffon. Il le dévoila, une pierre taillée en forme d'œil, identique à ceux de la chimère. L'œil manquant. Il a été retiré il y a des siècles pour empêcher l'agent de prendre le contrôle total. Remettez-le en place, et la chimère pourra refermer le portail. La lueur rougeâtre s'intensifiait, les fissures s'élargissant. À travers elles, ils aperçurent des images fugitives, des formes cauchemardesques, des paysages impossibles, des créatures qui défient toute description. Nous devons remonter, décida Victor. Maintenant. Ils aidèrent Laurent à se lever, mais il secoua la tête. Je ne peux pas quitter cet endroit. Pas complètement.
Une partie de moi restera toujours dans le monde entre deux maintenant. Non, protesta Sophie, des larmes dans les yeux. Il doit y avoir un moyen. Laurent lui sourit doucement. Il y en a un. Si nous réussissons, si le portail est fermé correctement, je pourrai peut-être revenir. Mais pour l'instant, je suis le seul qui puisse ralentir l'ouverture du portail depuis ce côté-ci. Une décision déchirante s'imposait à eux. Finalement, Élise prit l'œil de Pierre. Nous reviendrons pour vous, Laurent. Je vous le promets. Alors qu'ils remontaient précipitamment l'escalier, la crypte s'effondrant partiellement derrière eux, Laurent ferma les yeux, concentrant ce qui lui restait de force pour maintenir la barrière entre les mondes aussi longtemps que possible. À la surface, le ciel s'était assombri de façon surnaturelle. Un vent violent balayait le parvis de Notre-Dame, et des passants s'arrêtaient, regardant avec inquiétude les nuages tourbillonnants qui se rassemblaient au-dessus de la cathédrale. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Mathilde, observant les phénomènes atmosphériques. Le portail s'ouvre. Élise serra l'œil de Pierre dans sa main, sentant sa chaleur étrange pulser contre sa paume. Alors finissons ce que nous avons commencé. Ils se précipitèrent vers les hauteurs de Notre-Dame, ignorant les cris des gardiens de sécurité et des touristes effrayés. Le destin de Paris, peut-être du monde entier, dépendait maintenant d'une course contre la montre et d'une gargouille millénaire qui attendait d'être complétée. L'orage qui s'abattit sur Paris cette nuit-là n'avait rien de naturel. Des éclairs violets zébraient le ciel, illuminant les gargouilles de Notre-Dame dans une lumière spectrale qui semblait les animer. La pluie tombait horizontalement, poussée par un vent qui hurlait entre les tours de la cathédrale comme les voix de mille âmes tourmentées. Sur la galerie des chimères, Élise luttait pour maintenir son équilibre, l'œil de Pierre serré contre sa poitrine. Victor, Sophie et Mathilde la suivaient, s'accrochant aux balustrades pour ne pas être emportés par les bourrasques. « Regardez !» cria Victor par-dessus le vacarme de la tempête. Autour d'eux, les gargouilles frémissaient. Ce n'étaient plus des mouvements furtifs, des changements de position imperceptibles, elles s'animaient véritablement, leurs ailes de pierre battant lentement, leurs griffes raclant la pierre des balustrades. « Elle se réveille » murmura Mathilde, une expression de crainte révérentielle sur son visage ridé. Après tous ces siècles. Un éclair particulièrement violent illumina la chimère qu'Élise avait restaurée. Contrairement aux autres gargouilles, elle restait immobile, comme attendant quelque chose ou quelqu'un. « C'est maintenant, dit Élise, s'avançant vers elle. Je dois replacer l'œil. » Mais alors qu'elle approchait, une ombre se matérialisa entre elle et la gargouille, une silhouette humanoïde mais constamment changeante, comme faite de fumée et de cauchemars. « L'agent, souffla Sophie, reculant instinctivement. La figure tourna vers eux ce qui semblait être un visage, bien que ses traits fussent impossibles à distinguer clairement, il se transformait sans cesse, passant d'une expression de douleur à une grimace de rage, d'un masque de beauté à une horreur indicible. « Vous ne comprenez pas, dit l'agent d'une voix qui résonnait directement dans leurs esprits. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis la prochaine étape de votre évolution. En transformant nos cauchemars en réalité, rétorqua Victor. En vous nourrissant de notre peur? La peur révèle la vérité, répondit l'agent. Derrière vos façades civilisées, vous êtes des créatures de l'ombre. J'offre simplement la libération à un monde où vos pulsions les plus profondes peuvent s'exprimer sans contrainte. Élise sentit l'œil de Pierre pulser plus fortement dans sa main, comme réagissant à la présence de l'agent. Vous offrez le chaos, dit-elle. La destruction de tout ce que nous avons construit. L'agent glissa vers elle, son essence brumeuse tourbillonnant autour de son corps. Je t'ai observé, restauratrice. Tu comprends la beauté des gargouilles mieux que quiconque. Tu sens leur pouvoir. Joins-toi à moi, et tu pourras créer des merveilles que ce monde n'a jamais vues. Pendant un instant vertigineux, Élise vit ce qu'il lui offrait, un talent sans limite, la capacité de donner vie à la pierre par sa seule volonté, de créer des œuvres qui transcenderaient le temps et l'espace. La tentation était presque irrésistible. Élise, non, cria Sophie, voyant son hésitation. L'intervention brisa le charme. Élise recula, serrant l'œil de Pierre si fort que ses arêtes s'enfoncèrent dans sa paume. Vous ne créez rien, dit-elle à l'agent. Vous ne faites que pervertir ce qui existe déjà. Furieux, l'agent se déploya, son essence s'étendant comme des tentacules d'ombre qui s'enroulèrent autour des gargouilles animées. Sous son influence, leurs expressions changèrent de vigilantes à menaçantes, leurs yeux s'allumant d'une lueur rougeâtre identique à celle qu'ils avaient aperçue à travers les fissures de la crypte. Si vous ne voulez pas participer volontairement, gronda l'agent, vous servirez de catalyseur. Vos peurs alimenteront l'ouverture du portail. Les gargouilles corrompues s'avancèrent vers eux,
leurs mouvements saccadés comme des marionnettes mal manipulées. Victor se plaça devant les autres, brandissant une croix ancienne que Mathilde lui avait donnée. « Reculez » ordonna-t-il, et à la surprise générale, les créatures hésitèrent. « Comment » commença Sophie. « Le don de la vue claire » expliqua rapidement Mathilde. « Il peut aussi influencer les gardiens. »« Victor, concentre-toi. Rappelle-leur leur véritable nature. » Victor ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, son regard brillant d'une détermination nouvelle. « Vous êtes les gardiens de Paris, dit-il d'une voix qui portait étrangement au-delà du hurlement de la tempête. Vous protégez, vous ne détruisez pas, rappelez-vous votre serment. » Les gargouilles s'immobilisèrent, comme tiraillées entre deux maîtres. L'agent rugit de frustration, intensifiant son emprise sur elle. « Je ne peux pas les retenir longtemps, haleta Victor, visiblement épuisé par l'effort. « Tu n'as pas besoin de le faire, dit une voix familière. » Le visiteur se tenait là, plus solide qu'il ne l'avait jamais vu, sa silhouette se précisant comme s'il gagnait en substance à mesure que le voile entre les mondes s'amincissait. « Le portail fonctionne dans les deux sens, expliqua-t-il. Plus il s'ouvre, plus je peux me manifester pleinement dans votre réalité. » L'agent se tourna vers ce nouvel adversaire. « Toi, siffla-t-il. Toujours à interférer. Toujours à équilibrer, corrigea le visiteur. Comme c'est mon rôle. » Les deux entités s'affrontèrent, leurs essences s'entremêlant dans un combat que les yeux humains pouvaient à peine percevoir, des éclats de lumière contre des volutes d'ombre, des fragments de rêve contre des éclats de cauchemar. « Maintenant, Élise, cria le visiteur. Pendant que je le retiens. » Profitant de la diversion, Élise se précipita vers la chimère. L'orbite vide semblait l'attendre, parfaitement adaptée à l'œil de pierre qu'elle tenait. Avec des gestes précis de restauratrice, elle appliqua une fine couche de mortier spécial sur les bords, puis inséra délicatement l'œil dans son emplacement. Dès que la pierre toucha la cavité, une onde de choc se propagea à travers Notre-Dame. Les vitraux vibrèrent, les cloches sonnèrent spontanément, et toutes les gargouilles, même celles sous l'influence de l'agent, tournèrent leur regard vers la chimère. Lentement, majestueusement, la gargouille restaurée déploya ses ailes à leur pleine envergure. Ses yeux, maintenant complets, brillaient d'une lumière dorée qui contrastait avec la lueur rougeâtre des autres. Elle tourna la tête vers Élisée, dans un geste qui semblait impossible pour un être de pierre, inclina légèrement le front en signe de reconnaissance. Puis elle rugit un son qui n'était pas vraiment audible mais qui résonnait dans les os, dans l'âme même. Les autres gargouilles répondirent, se libérant une à une de l'emprise de l'agent, leurs yeux passant du rouge au doré. « Non » hurla l'agent, abandonnant son combat avec le visiteur pour se précipiter vers la chimère. « Des siècles de préparation. Vous ne pouvez pas m'arrêter maintenant. » Mais il était trop tard. La chimère s'éleva dans les airs, ses ailes de pierre battant avec une grâce impossible. Les autres gargouilles l'imitèrent, formant un cercle au-dessus de Notre-Dame. Au centre du ciel tumultueux, une déchirure était apparue, le portail entre les mondes, pulsant de cette même lueur rougeâtre qu'ils avaient aperçue dans la crypte. L'agent s'étirait vers cette ouverture, tentant désespérément de l'élargir suffisamment pour passer complètement dans notre monde. Mais les gargouilles, guidées par la chimère, volaient en formation autour du portail, créant une barrière vivante. « Elles ne pourront pas le refermer seules, dit Mathilde, observant le combat céleste. Le portail est trop instable. Laurent, murmura Sophie. Il est encore dans la crypte, retenant le portail de l'autre côté. Élise comprit soudain ce qu'elle devait faire. Je dois rejoindre la chimère, dit-elle. Je dois compléter le cercle. C'est de la folie, protesta Victor. Comment pourrais-tu, elle le peut, intervint le visiteur, s'approchant d'Élise. La connexion qu'elle a établie avec la chimère pendant sa restauration a créé un lien. Un lien qui peut être activé. Il tendit la main vers Élise. Mais ce n'est pas sans risque. Une partie de toi pourrait rester piégée dans le monde entre deux, comme Laurent. Élise regarda ses amis, puis la bataille qui faisait rage au-dessus d'eux. Je dois essayer, dit-elle simplement. Le visiteur hocha la tête et posa sa main sur le front d'Élise. Une sensation vertigineuse l'envahit comme si son esprit s'étirait, se dédoublait. Elle se sentit soudain légère, détachée de son corps qui s'affaissa, soutenue par Victor. Son essence s'éleva, attirée par la chimère qui descendit pour la rencontrer. Dans un état entre conscience et rêve, Élise fusionna avec la gargouille non pas physiquement, mais spirituellement. Elle voyait maintenant à travers ses yeux de pierre, sentait le vent sous ses ailes, comprenait instinctivement le langage silencieux des gardiens. Ensemble, elles rejoignirent le cercle des gargouilles autour du portail.
L'agent, percevant cette nouvelle menace, redoubla d'efforts, projetant des tentacules d'ombre vers Élise Chimère. « Tu ne comprends pas ce que tu sacrifies, rugit-il dans son esprit. Tu resteras piégé entre les mondes, ni vivante ni morte. » Mais Élise n'écoutait pas. À travers sa connexion avec la chimère, elle percevait maintenant une présence familière de l'autre côté du portail. Laurent, tenant bon malgré l'épuisement. Laurent, aplatit-elle à travers le voile. Nous sommes prêts. Le professeur leva les yeux, souriant faiblement. Élise. Je savais que vous réussiriez. Ensemble, ils commencèrent à refermer le portail. Laurent poussant de l'intérieur, les gargouilles tirant de l'extérieur. L'agent hurlait, se débattait, mais le cercle se resserrait inexorablement. Sur la galerie, Sophie, Victor et Mathilde observaient, impuissants mais pleins d'espoir. Le visiteur se tenait près d'eux, son apparence fluctuant à mesure que le portail se refermait. Il y a un prix à payer, dit-il doucement. Pour fermer définitivement le portail, quelqu'un doit rester de l'autre côté. Un gardien humain, pour équilibrer les forces. Sophie comprit immédiatement. Laurent. Il le savait depuis le début, n'est-ce pas? Le visiteur acquiesça. Il a fait son choix en toute connaissance de cause. Le portail n'était plus qu'une fente dans le ciel nocturne. À travers cette dernière ouverture, ils aperçurent Laurent, debout maintenant, plus fort qu'il ne l'avait été dans la crypte. Il leur fit un dernier signe d'adieu. « Dites-leur que je veillerai » furent ses derniers mots avant que le portail ne se referme complètement. Un silence surnaturel tomba sur Paris. La tempête cessa instantanément, laissant place à une nuit claire et étoilée. Les gargouilles, leur tâche accomplie, retournèrent lentement à leur position sur Notre-Dame, redevenant pierre mais une pierre désormais visiblement vivante pour ceux qui savaient regarder. Élise, séparée de la chimère, flottait dans un état de semi-conscience. Elle sentit des mains la rattraper, la ramener vers son corps. Avec un halètement douloureux, elle réintégra son enveloppe physique. « Est-ce que nous avons réussi ?» demanda-t-elle faiblement. Victor, la soutenant, hocha la tête. Le portail est fermé. L'agent est repoussé. Et Laurent? Les visages autour d'elle s'assombrirent. Il est resté de l'autre côté, expliqua doucement Sophie. Pour maintenir l'équilibre. Élise ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Il s'est sacrifié pour nous tous. Pas exactement un sacrifice, intervint le visiteur, sa forme de plus en plus transparente. Une transformation. Laurent est devenu le nouveau gardien du seuil ni dans votre monde, ni dans celui des cauchemars, mais entre les deux. Il guidera les rêveurs, comme je l'ai fait avant lui. Vous partez, demanda Mathilde. Le visiteur sourit, son visage enfin clairement visible, celui d'un homme âgé aux yeux infiniment sages. Ma tâche est accomplie. Laurent prendra ma place, et vous? Il regarda chacun d'eux. Vous êtes les nouveaux veilleurs. Les gardiens humains qui travailleront aux côtés des gargouilles pour protéger le voile entre les mondes. Alors qu'ils s'évanouissaient dans l'air de la nuit, ces derniers mots flottèrent autour d'eux, rappelez-vous, les cauchemars ne sont que des peurs non affrontées. Et la peur, une fois regardée en face, peut devenir la plus grande force. Ils restèrent là, sur la galerie des chimères, contemplant Paris qui s'éveillait doucement à l'aube, inconsciente du drame qui s'était joué au-dessus d'elle, ignorante de la bataille qui avait sauvé non seulement la ville, mais peut-être le monde entier. La chimère, revenue à son immobilité de pierre, semblait pourtant différente, plus vivante, plus vigilante. Et quand Élise posa sa main sur elle une dernière fois, elle sentit une chaleur réconfortante émaner de la pierre. « Au revoir, mon ami, murmura-t-elle. Et merci. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit des gargouilles, comme l'appelaient entre les nouveaux veilleurs. Paris avait retrouvé son rythme habituel, ignorant largement le drame qui s'était joué sur les hauteurs de Notre-Dame. Pour la plupart des Parisiens, la tempête spectaculaire n'avait été qu'un phénomène météorologique inhabituel, rapidement oublié au profit des préoccupations quotidiennes. Mais pour Élise, Victor, Sophie et Mathilde, le monde ne serait plus jamais le même. Ce matin-là, ils se retrouvèrent dans l'atelier d'Élise, niché sous les combles d'un vieil immeuble du Marais. L'espace, autrefois uniquement dédié à la restauration d'œuvres d'art, s'était transformé en quartier général des veilleurs. Des cartes de Paris tapissaient les murs, marquées de symboles indiquant l'emplacement des gargouilles à travers la ville, pas seulement celle de Notre-Dame, mais aussi les centaines d'autres qui ornaient églises, immeubles et fontaines. Les rapports de cette semaine, annonça Sophie, déposant un dossier sur la table centrale. Depuis les événements, elle avait abandonné son scepticisme pour devenir peut-être la plus dévouée des veilleurs,
utilisant ses compétences analytiques pour systématiser leur travail. 3 incidents de cauchemar collectif, tous mineurs. Les gargouilles du secteur ont réagi immédiatement. Victor, qui consultait un ancien grimoire emprunté aux archives de Mathilde, leva les yeux. L'agent tente toujours de s'infiltrer, mais ses tentatives sont de plus en plus faibles. Laurent fait bien son travail, sourit Mathilde, préparant son thé aux herbes devenues rituelles de leur réunion. À 70 ans passés, elle avait retrouvé une énergie nouvelle, heureuse de transmettre enfin les connaissances de sa famille à une nouvelle génération de veilleurs. Élise, qui travaillait sur une maquette détaillée de Notre-Dame, hocha la tête. Depuis cette nuit, elle avait développé une sensibilité particulière aux fluctuations entre les mondains, dont, résultant de sa fusion temporaire avec la chimère. Je l'ai senti cette nuit, dit-elle doucement. Il était dans mes rêves. Les autres se tournèrent vers elle, attentifs. Les visites de Laurent dans leurs rêves étaient rares et toujours significatives. Comment va-t-il ? Demanda Sophie, une note d'émotion dans la voix. Depuis la disparition du professeur, elle avait plongé dans ses travaux, découvrant une admiration qui aurait pu devenir davantage si les circonstances avaient été différentes. Bien, répondit Élise. Différent, mais bien. Il s'adapte à son nouveau rôle. Il dit que le monde entre deux est fascinant, un endroit où les pensées prennent forme, où les idées deviennent tangibles. A-t-il mentionné l'agent ? Demanda Victor. Élise acquiesça. Il le surveille constamment. L'agent est affaibli, mais pas détruit. Il ne peut être détruit complètement, il est trop intrinsèquement lié à la psyché humaine, à nos peurs collectives. Alors nous restons vigilants, conclut Mathilde. Un silence confortable s'installa, chacun absorbé dans ses pensées et ses tâches. Leur vie avait changé de façon irrévocable, mais ils avaient trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle mission. Pour Élise, la transformation avait été particulièrement profonde. Sa connexion avec la chimère persistait, subtile mais constante. Elle pouvait désormais percevoir l'essence des gargouilles, comprendre leur langage silencieux. Sa carrière de restauratrice avait pris une dimension nouvelle, elle ne réparait plus simplement la pierre, elle ravivait des gardiens. Victor, quant à lui, avait quitté son poste de gardien de nuit pour devenir consultant en sécurité pour les monuments historiques de Paris, une couverture parfaite pour surveiller les gargouilles de la ville. Son don de vue claire s'était renforcé, lui permettant de détecter les moindres signes d'activité surnaturelle. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit soudain Élise, sortant de sa rêverie. Elle se dirigea vers une toile couverte dans un coin de l'atelier. « J'y travaille depuis des semaines. » Elle retira le drap, révélant un tableau saisissant, Notre-Dame sous l'orage, les gargouilles en plein vol autour du portail, et au centre, la chimère mi-pierre, mi-vivante avec Élise fusionnée à elle dans une symbiose parfaite. L'œuvre capturait magistralement l'instant où les mondes s'étaient touchés, où l'impossible était devenu réalité. « C'est magnifique, souffla Sophie. « Et dangereux, ajouta Mathilde. Si quelqu'un comprend ce qu'il représente vraiment. Personne ne comprendra, assura Élise. Pour le monde, ce n'est qu'une interprétation fantastique d'une légende urbaine. Pour nous, c'est un témoignage. » Victor s'approcha du tableau, examinant un détail particulier dans un coin, presque dissimulé dans les ombres, le visage serein de Laurent observait la scène. « Tu l'as inclus. Il fait partie de notre histoire, dit simplement Élise. Il mérite d'être rappelé. » La sonnerie d'un téléphone brisa le moment. Sophie décrocha, écouta un instant, puis raccrocha avec une expression grave. C'est le conservateur du Petit Palais. Une des gargouilles a bougé en plein jour. Plusieurs témoins. Ils échangèrent des regards inquiets. Une manifestation diurne était exceptionnelle, signe d'une perturbation importante. Allons-y, décida Élise, rangeant rapidement ses outils. Alors qu'il se préparait à partir, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le tableau fraîchement achevé. Pendant un instant, Élise aurait juré que les yeux de la chimère avaient brillé un éclat doré, un signe de reconnaissance. Cette nuit-là, après avoir résolu l'incident du Petit Palais, une simple gargouille nouvellement installée qui n'avait pas encore appris les règles de discrétion, Élise s'attarda sur le toit de Notre-Dame. La restauration de la cathédrale était presque achevée, et bientôt, l'accès au toit serait à nouveau restreint. Mais pour elle et les autres veilleurs, il y aurait toujours un chemin. La chimère se dressait, immuable, son regard de pierre balayant Paris. Élise s'assit à ses côtés, contemplant la ville illuminée qui s'étendait à leurs pieds. « Nous continuons ton œuvre, murmura-t-elle à la gargouille. Nous veillons. » Une brise légère caressa son visage presque comme une caresse, presque comme une réponse.
Dans son appartement, Sophie s'endormit sur les notes de Laurent qu'elle continuait d'étudier. Cette nuit-là, elle rêva de lui non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une présence réconfortante. Dans le rêve, ils marchaient ensemble dans une bibliothèque infinie, discutant de mythes et de légendes comme ils l'auraient fait dans la réalité. « Est-ce vraiment vous » osa-t-elle demander, sachant au fond d'elle-même que ce n'était pas un rêve ordinaire. Laurent sourit, plus jeune et plus vigoureux qu'elle ne l'avait jamais connu. « Disons que j'ai trouvé un moyen de visiter ceux qui me sont chers. Le monde entre deux a ses avantages. »« Vous nous manquez, dit-elle simplement. »« Je suis toujours là, répondit-il. Dans vos rêves, dans les moments entre veille et sommeil. Et parfois. » Il désigna un livre sur une étagère proche. « Parfois, une idée qui vous vient n'est pas tout à fait la vôtre. » Sophie comprit alors que Laurent continuerait à les guider, à sa façon. Il était devenu plus qu'un souvenir, un guide, un protecteur dans le royaume des rêves. Victor, qui passait la nuit à patrouiller autour de Notre-Dame comme il le faisait souvent, aperçut une silhouette familière sur le parvis désert. Mathilde se tenait là, contemplant la façade de la cathédrale. « Vous ne devriez pas être dehors si tard », la réprimanda-t-il gentiment en la rejoignant. La vieille femme sourit. « J'ai passé ma vie à attendre ce moment, Victor. Voir une nouvelle génération de veilleurs prendre la relève. Ma famille a porté ce fardeau pendant des siècles, souvent seule. Maintenant, je peux partir en paix, sachant que la tradition continue. » Victor comprit ce qu'elle ne disait pas explicitement. « Vous n'êtes pas obligé de partir. Mon temps approche, dit-elle simplement. Mais ne t'inquiète pas, je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Et après ? Elle regarda vers les hauteurs de la cathédrale. Après, je rejoindrai peut-être Laurent, à ma façon. Les anciens veilleurs ont leur place dans le monde entre deux. Ils restèrent là, en silence, unis par une compréhension qui dépassait les mots. À l'aube, les 4 veilleurs se retrouvèrent spontanément sur le parvis de Notre-Dame, comme appelés par une force invisible. Le soleil se levait derrière la cathédrale, auréolant ses tours d'une lumière dorée qui faisait briller les gargouilles comme des sentinelles bienveillantes. « Un nouveau jour, dit Mathilde. Un nouveau chapitre, ajouta Sophie. Victor sourit. Une nouvelle veille. Élise leva les yeux vers la chimère, sentant sa présence vigilante. L'aube des rêveurs, murmura-t-elle. Ensemble, ils contemplèrent Notre-Dame s'éveillant dans la lumière du matin non plus simplement comme un monument historique ou un chef-d'œuvre architectural, mais comme le point d'ancrage entre deux mondes, protégé par des gardiens de pierre et leurs alliés humains. Paris s'animait autour d'eux, ignorante du combat invisible qui s'était joué et qui continuerait de se jouer dans les ombres et les rêves. Mais pour Élise, Victor, Sophie et Mathilde, cette ignorance était une bénédiction, le signe que leur veille fonctionnait, que l'équilibre était maintenu. Et dans les hauteurs de Notre-Dame, les gargouilles observaient, attendaient, protégeaient comme elles l'avaient toujours fait, comme elles le feraient toujours, gardant le seuil entre les mondes avec une patience de pierre et une vigilance éternelle. Fin.